Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la droite française en ébullition après la démission de Laurent Wauquiez. Le parti historique n'a plus de président et c'est une longue phase de reconstruction qui commence. En attendant, la chasse aux électeurs et aux élus LR est ouverte. Marine Le Pen, Marion Maréchal, La République En Marche, tous veulent récupérer un électorat orphelin. À quoi ressemblera la droite de demain? #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Benjamin Corria à Jean-Marc Sylvestre. Nous reviendrons sur cette embellie pour l'emploi en France. Selon le baromètre ADECO, on va vers 3,5 millions d'embauches cette année. 2019 sera une année record. Est-ce pour autant la fin du chômage longue durée? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi cet appel de 44 avocats contre les condamnations à mort des Français en Irak. Selon eux, les droits de la défense sont bafoués, les procès expéditifs. Pour en parler ce soir, nous recevons l'un des signataires de cette tribune, publiée sur France Info, c'est Vincent Brengart, avocat au barreau de Paris. D'abord, retour sur les faits avec Hugo Lemonnier. Ils sont accusés d'avoir combattu sous le drapeau noir de Daesh. 11 Français, tous arrêtés et détenus par les forces kurdes en Syrie, puis transférés en Irak. Ils sont aujourd'hui condamnés à mort par le tribunal de Bagdad, au terme d'un procès jugé expéditif par les organisations de défense des droits de l'homme. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères est obligé de prendre position lors des questions au gouvernement. Les audiences sont publiques. Les procès sont conduits par un magistrat du siège, assisté de 2 assesseurs. Le réquisitoire est conduit par un procureur. L'avocat est présent. Et s'il y a un problème de traduction, l'ambassade elle-même fournit les interprètes. Le prévenu se voit offrir la parole tout au long de l'audience. L'avocat intervient quand il le souhaite. C'est un procès équitable. Malaise dans la classe politique sur le sort de ces djihadistes français. Le député La France Insoumise, Éric Coquerel, demande du bout des lèvres leur rapatriement en dernier recours. Je réclame en tout cas que la peine de mort ne soit pas appliquée, et que si c'est le cas, demander le fait de rapatrier des jugés en France. La porte-parole du gouvernement le répète ce matin, la France demande que les peines soient commuées en peine de prison à perpétuité. Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité dans l'entretien. Vincent Brengart, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes signataire d'une tribune intitulée « Ce serait un immense déshonneur pour notre pays ». L'appel de 44 avocats contre les condamnations à mort de 9 Français en Irak. Je précise qu'ils sont désormais 11. Tribune dont vous êtes même à l'origine avec William Bourdon. Pourquoi cette démarche? Pourquoi cet appel? Pourquoi même, j'ai envie de dire, ce cri d'alarme? Tout simplement parce que les décisions qui ont été rendues par les autorités irakiennes sont complètement contraires aux engagements internationaux de la France. La France a aboli la peine de mort en 1981. Elle est aussi signataire du protocole numéro 13 à la Convention européenne des droits de l'homme. Et ce protocole numéro 13 abolit la peine de mort en toutes circonstances, y compris en temps de guerre. Donc c'est pour ça que lorsque on permet à un État comme l'Irak de prononcer une peine de mort à l'encontre de nos propres ressortissants, eh bien, on se trouve en contrariété par rapport aux engagements internationaux qu'on a pris. Décrivez-nous ces procès, comment se déroulent-ils? On vient d'entendre Jean-Yves Le Drian qui dit après tout, c'est filmé, il y a un avocat, on peut les entendre. Pour vous, c'est du déni, c'est du mensonge, c'est faux, ça ne se passe pas comme ça? Tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est que le droit au procès équitable, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire avoir accès à un dossier, les éléments à charge, à décharge, pouvoir en discuter de façon contradictoire, la possibilité aussi de faire des recours et aussi d'être représenté par un avocat. J'ai évidemment entendu les déclarations qui ont été faites par M. Jean-Yves Le Drian, mais j'ai l'impression de vivre dans une réalité parallèle, parce que nous étions à Bagdad l'année dernière avec William Bourdon, il y a maintenant presque 1 an, jour pour jour, pour assurer la défense de Mina Bougadir. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un procès qui a duré moins d'1 heure, avec impossibilité pour l'avocat d'avoir accès aux éléments de procédure, ce qui nécessairement pose problème. Un délibéré qui a duré 10 minutes, alors qu'on parle tout de même d'une peine qui était une peine à perpétuité. Et le plus curieux dans tout ça, c'est que c'est une même juridiction qui, quelques mois avant, rendait une décision d'acquittement en faveur de Mme Mélina Bougadir. Donc tout ça laisse... Alors comment vous l'interprétez? Vous y voyez aussi des enjeux diplomatiques? C'est difficile de dire à l'Irak votre justice ne va pas? Ce qui est sûr, c'est que la question, que ce soit des ressortissants qui sont actuellement retenus par les Kurdes en Syrie ou des ressortissants français qui sont en Irak, est une question dont on voit bien qu'elle est diplomatique, qu'elle est politique et que le droit n'est malheureusement plus prioritaire dans ces dossiers. Et pourtant,
l'argumentaire que nous soulevons est extrêmement simple. C'est-à-dire que ces décisions, qui plus est lorsqu'on parle d'une condamnation à peine de mort qui est complètement contraire au droit international et à notre propre ordre public, eh bien, doivent être rendues à minima selon des règles de procédure qui sont le b.a.-ba de tout procès pénal, à savoir avoir accès au dossier, être représenté par un avocat, et un avocat qui ne soit pas simplement potiche, pas simplement à quelques pas du juge pour simplement faire valoir 2-3 éléments. Parce que si l'avocat n'a pas accès au dossier, eh bien, c'est que de l'abstrait. C'est uniquement un rôle de figuration et qui va évidemment bien en deçà de ce que nous demandons. Il y a quelque chose qu'on a aussi du mal à comprendre, nous, grand public, non connaisseurs d'ordre juridique. Ce sont des gens qui ont été arrêtés en Syrie pour des crimes commis en Syrie. Pourquoi se retrouvent-ils en Irak pour être jugés ? Tout simplement parce que la France a aujourd'hui des difficultés tout simplement à pouvoir admettre la possibilité de juger ses propres ressortissants. Elle a écarté la possibilité que les juges français jugent ses ressortissants, et alors même qu'ils le pourraient, parce que les juridictions françaises sont compétentes, ce sont des personnes qui ont la nationalité française et qui en plus sont parties de la France, donc on a la capacité juridique de les juger. On sait qu'en Syrie, il n'y a pas de juridiction. Il n'y a pas de juridiction, il n'y a pas de juge indépendant, il n'y a même pas, à mon avis, de prison pour pouvoir éventuellement exécuter les peines qui seraient prononcées. Donc la seule possibilité qui a été retenue, c'est de les transférer à l'Irak, seul pays dans lequel aujourd'hui, ou en tout cas à proximité de la Syrie, dans lequel il y a déjà eu des jugements de personnes poursuivies pour des faits de terrorisme. Et encore une fois, ce n'est pas une solution satisfaisante parce que non seulement vous avez cette problématique qui est liée à la peine de mort et aussi au procès équitable, et en plus, c'est effectivement l'interrogation de savoir pourquoi est-ce que ces personnes peuvent être jugées en Irak, parce que ce ne sont pas des ressortissants irakiens et vous n'avez même pas ce qu'on appelle le critère de compétence lié à la territorialité, donc à la commission de l'infraction sur le sol, puisque ce sont des agissements qui auraient pu être commis en Syrie et donc absolument pas en Irak. Et ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité, ça veut dire que ça pourrait potentiellement relever de la haie ? Ça pourrait potentiellement relever de la haie. Après, bon, il y a là-dessus des discussions de doctrine et juridique assez importantes sur le point de savoir si la Cour pénale internationale peut être compétente. Mais quel est votre point de vue ? Est-ce que ce ne serait pas ça l'issue ? Mais la Cour pénale internationale, elle est compétente de façon complémentaire ou subsidiaire. C'est-à-dire qu'elle est compétente uniquement si les États membres ne prennent pas leurs responsabilités. Or là, l'Irak peut les juger. Et surtout, au-delà de l'Irak, vous avez la France qui peut les juger et qui aujourd'hui permet évidemment de respecter un procès équitable. Sauf que vous avez bien compris et bien conscience, j'imagine que l'opinion n'y est pas du tout favorable. Je voudrais juste qu'on regarde un sondage, je rappelle les chiffres de cette opposition massive à ce retour de ces djihadistes en France. C'est l'enquête qui est signée au Doxa d'Enso Consulting. 82% des personnes interrogées approuvent le jugement des djihadistes français en Irak et 67% des sondés souhaitent même laisser les enfants de djihadistes en Irak et en Syrie. Comment vous analysez ces chiffres ? Les Français semblent avoir peur. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais déjà, on n'est pas complètement isolé. Et quand je dis on, je parle des avocats de la défense dans ces dossiers. C'est-à-dire que vous avez notamment l'association française qui représente les victimes du terrorisme qui s'est dit contraire à l'application de la peine de mort et qui ajoute le fait que ce sont des personnes qui sont recherchées en France. Il y a des juges d'instruction qui souhaitent leur poser des questions aussi pour pouvoir faire avancer leurs propres investigations, parce qu'ils se posent la question de savoir dans quelles conditions ils ont pu partir, est-ce qu'ils sont en lien avec tel ou tel attentat qui aurait pu être perpétré soit sur le territoire national, soit sur un autre territoire. Autant de questions qui aujourd'hui restent complètement en suspens parce qu'il n'y a pas de coopération judiciaire avec l'Irak. La seule coopération est une coopération diplomatique permettant le sursis dans l'exécution de la peine de mort. Donc évidemment que moi je comprends parfaitement cette position de l'opinion parce que je suis avocat mais je suis aussi citoyen. Je vois qu'il y a une menace qui pèse sur l'ordre public. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas une pensée pour les victimes. On y pense même chaque jour parce que ce sont des dossiers dans lesquels on est engagé et on sait qu'on a des responsabilités. Mais en attendant, la France doit pouvoir respecter ce qui fait aussi son identité, son ADN. Et son ADN, c'est le respect d'un certain nombre de principes républicains, et parmi lesquels le procès équitable, parmi lesquels l'abolition de la peine de mort. Et je rappelle simplement qu'elle milite pour son abolition universelle. Donc il y a une contradiction entre le fait de militer pour une abolition universelle et de ne pas intervenir lorsqu'on sait que l'Irak peut la prononcer à l'encontre de nos ressortissants. Vous dites qu'on a les juridictions adaptées. Est-ce qu'on a pour autant les prisons adaptées ? Qu'est-ce qu'on fait de ces hommes une fois qu'ils ont été jugés ? On les met à l'isolement. On a peur évidemment, tout le monde y pense, à la contamination au sein même des prisons. Là aussi, vous avez des solutions, des pistes ? Alors,
des solutions, ce sont des sujets qui sont évidemment extrêmement techniques et extrêmement complexes parce que lutter contre la radicalisation demande... C'est lié à cette réticence populaire, c'est pour ça que je vous en parle évidemment. Alors, je ne sais pas si c'est lié à cette réticence populaire parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des traitements carcérales qui sont prévus, à savoir le régime de l'isolement. Vous avez même des maisons d'arrêt qui ont été bâties expressément pour pouvoir accueillir ces détenus. C'est bien qu'on a du mal à les gérer quand même, ces radicalisation. hommes et ces femmes. Oui, mais encore une fois, on le sait, ça fait déjà plusieurs années que se pose cette difficulté. Elle a été identifiée. C'est une difficulté sur laquelle les autorités publiques ont travaillé. Et je crois qu'on a quand même un système carcéral qui fonctionne. Et on a une justice aussi antiterroriste qui fonctionne. Et j'indiquerai qu'il ne faut pas croire que les juridictions antiterroristes font preuve de la moindre clémence à l'encontre des personnes qui sont poursuivies pour des faits de terrorisme. Les peines sont lourdes, mais au moins elles le sont à l'issue de procès dans lesquels il est possible de faire respecter les droits de la défense. Et le message est très clair. Merci infiniment Vincent Brengard d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de cette tribune que vous signez avec plusieurs dizaines de vos confrères. Ce serait un immense déshonneur pour notre pays. Merci d'avoir été l'invité d'OVPL. OVPL qui continue avec le match des idées. Il va opposer Benjamin Correa à Jean-Marc Sylvestre. On va revenir sur cette bonne nouvelle pour l'emploi. D'après une étude ADECO, les recrutements pourraient se chiffrer à 3,5 millions cette année. Faut-il crier victoire pour autant? On va en débattre avec nos invités après les explications de Cécile Sixou. C'est du jamais vu depuis près de 10 ans. En 2019, le nombre de recrutements devrait exploser et atteindre 3,5 millions. L'embauche devrait surtout bien se porter en Île-de-France, où l'on prévoit plus de 750 000 recrutements, en Auvergne-Rhône-Alpes avec 468 000 embauches et dans la Nouvelle-Aquitaine avec 320 000 propositions d'emploi. Parmi les métiers qui recrutent, le commerce avec 545 000 postes à pourvoir, la construction avec 355 000 nouveaux emplois ou encore l'hôtellerie et la restauration avec 336 000 postes. Mais dans ces deux derniers secteurs, comme dans celui des transports ou des personnels de soins par exemple, trouver des candidats sera difficile car les employeurs ont déjà du mal à recruter. Une entreprise sur deux s'attend d'ailleurs à ne pas trouver les bons profils et ce malgré un taux de chômage encore à 8,8%. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Benjamin Correa, bonsoir, professeur de sciences économiques à Paris 13, membre des économistes atterrés. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste économique, bonsoir et bienvenue à vous également. 3,5 millions d'embauches en 2019, dont près de 40% en CDI. Benjamin Correa, vous dites ouf, bravo, attention à l'effet trompe-l'œil, il y a des bémols? Oh bah oui, il y a plus que des bémols, parce que là, c'est une plateforme qui utilise son algorithme pour la première fois, avec en associant des bases de données jusqu'à présent qui étaient séparées. Donc oui, déjà sur la fiabilité. On se calme, oui, on se calme déjà sur la fiabilité de l'annonce. Celle qu'on avait, c'était celle de Pôle Emploi, qui était 2,7 millions. Qui était déjà un record. Qui était déjà un record, oui. Mais si vous voulez, le vrai chiffre, celui qui compte, c'est la création nette, c'est-à-dire hors destruction. Et là, on est sur des chiffres, malheureusement, hein, beaucoup plus mesurés. De quel ordre? 150 000. Pour 2019. Oui, 150 000 pour 2019. Ah oui, on passe de 3,5 millions Ah à oui, non, ça c'est vraiment un effet d'annonce qui est tout à fait... compte tenu du taux de croissance qui est faible, 1,4, 1,5 si tout va bien, compte tenu des destructions naturelles d'une économie, voilà, les créations nettes seraient de 150 000. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que derrière cet effet d'annonce, il y a le fait que, par exemple, il y a 4 millions d'emplois qui correspondent à des contrats précaires, vous voulez dire? Des contrats de moins d'un mois, oui. Pas précaires, de moins d'un mois. Donc je veux dire, on se calme. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'emballement autour de ce chiffre, qui sans doute vient conforter et peut-être améliorer s'il est juste. C'est la première fois qu'on utilise cet algorithme, donc on va savoir. Celui de Pôle emploi. Donc
il y a un petit mieux en termes d'appel et de besoins. Est-ce que ça sera confirmé? Dans quelle proportion? Il faut vraiment être... voilà, il faut se calmer. Jean-Marc Sylvestre, vous êtes d'accord avec les chiffres et vous partagez ces quelques Après réticences? avoir écouté mon confrère, je suis calmé, quoi. Parce que... non, franchement, il y a des observateurs et des analystes qui sont jamais contents. On a quand même fait un certain nombre de progrès. Vous voyez la situation dans laquelle nous partions. Je crois que 2019 a été une assez bonne année pour les créations d'emplois, avec une petite croissance, ce qui veut dire que la croissance aujourd'hui crée plus d'emplois que la croissance d'hier. 1% de croissance crée plus d'emplois qu'1% de croissance. D'accord, mais quand on entend 3,5 ans. millions ou 150 000 en parlant d'emplois nets... ce sont les créations d'emplois. Les créations nettes. Les créations nettes d'emplois. Donc ils ne parlent pas, dans les 3,5 millions, il y a les remplacements. Donc c'est quand même 3,5 millions d'emplois. Non, mais c'est des annonces, c'est des estimations, je veux dire. C'est pour ça qu'il faut rester très calme. D'accord, ok. Il va rester très calme. Je vais rester très calme. Il y a quand même incontestablement une reprise, notamment chez les cadres, notamment chez les cadres moyens supérieurs, et avec un certain nombre de secteurs qui sont en situation de plein emploi. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation assez paradoxale en France. C'est-à-dire que nous avons un taux de chômage qui reste relativement élevé, pour ne pas dire très élevé, là je suis d'accord avec vous, mais nous avons une situation de plein emploi dans un certain nombre de secteurs, nombreux, notamment les services, la restauration, le bâtiment. Vous ne pouvez pas aller dans une entreprise aujourd'hui, soit dans un garage, soit dans un restaurant, qui disent mais on voudrait bien embaucher, mais on ne trouve pas à embaucher. Alors donc il y a certainement un problème d'adéquation entre l'offre et la demande de job, qu'il faut régler, et ça ne se règle pas par un algorithme, même si le traitement a fait beaucoup de progrès. Ça se règle pas par un problème de formation, pour faire baisser ce qu'on appelle le chômage structurel, c'est-à-dire un chômage qui se compose de gens qui malheureusement sont inemployables parce qu'ils n'ont pas de formation, parce qu'ils n'ont pas eu de job, parce que c'est vrai tout ça. Benjamin Corrière. Oui, ça n'est qu'un aspect de la question. Bon, je répète, ce qui compte, c'est les créations nettes. Je ne conteste absolument pas, parce que je crois que c'est une donnée, que dans un certain nombre de secteurs, il y a des tensions liées à l'insuffisance des qualifications disponibles. Je crois qu'il y a un vrai problème de ce côté-là. Et aussi de la motivation. Mais attendez, aussi de la motivation qui est liée à la faiblesse des rémunérations. Et voilà, ça c'est l'autre aspect de la question. Je crois que de ce point de vue-là, vous avez des catégories d'employeurs, d'employeurs, de chefs d'entreprise, qui pourraient sans doute faire un petit effort sur la rémunération. Je parle notamment des hôteliers et des restaurateurs. Je voudrais dire un mot. Un petit, voire un gros. Parce qu'une grosse partie des emplois non pourvus correspondent à des offres en termes de rémunération qui sont absolument décourageantes, à des emplois extrêmement pénibles, etc. Donc je ne nie pas que dans un certain nombre de métiers et de qualifications, il y a un problème de disponibilité. On peut trouver un job en traversant la rue. Oui, on peut trouver. On peut trouver un job en traversant. Attendez, on peut trouver un job en traversant la rue si on accepte de vivre extrêmement mal et d'être pauvre avec ce job et de ne pas nourrir sa famille. Oui, dans ces cas-là, oui. C'est de la responsabilité des chefs d'entreprise, c'est de la responsabilité des contre-pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise et même des syndicats. Des contre-pouvoirs sociaux, y compris du point de vue des régulations du salaire minimum, etc. De faire en sorte que on sorte de cette situation où on a plus d'1 million de salariés pauvres, bien sûr, plus de 4 millions de pauvres, etc. Vous savez, on a quand même un problème, c'est que dans tous les pays occidentaux, vous regardez l'Allemagne, vous regardez la Grande-Bretagne, vous atteignez des situations de plein emploi à condition d'avoir des travailleurs pauvres, c'est-à-dire à condition d'avoir des petits jobs. Et je voudrais qu'on en vienne pourquoi vous dites qu'en France, il y a des petits jobs et des pauvres? Regardez l'Angleterre. L'Angleterre, elle assure son plein emploi avec des jobs très précaires. Oui, mais vous le savez bien. Aux États-Unis, c'est pareil. Oui, mais est-ce que je me réjouis de ça? La réponse est non. Et on a compris vos points de vue. Mon problème n'est pas d'améliorer l'indicateur. Mon problème, c'est d'améliorer la vie des gens. Et leur salaire, on l'a bien compris. Je voudrais justement qu'on en vienne à la visite de Bruno Le Maire sur le site de General Electric tout à l'heure. Une semaine pile après l'annonce de 1000 suppressions de postes, justement, le gouvernement veut faire pression sur le groupe américain. On ne se laissera pas embobiner par de belles paroles, a déjà prévenu ce week-end sur Europe 1 la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Discours tout aussi offensif cet après-midi du ministre de l'économie, hué à son arrivée, précisons-le. Écoutez.
le plan social en l'état ne va pas. 1050 emplois supprimés, c'est trop. Et je pense que GE peut et doit faire mieux. Et que c'est une condition préalable pour que les choses s'apaisent sur le site. Donc je ne viens pas vous dire, voilà, c'est 1050, on va regarder. Non, 1050, c'est trop. Je ne sais pas de combien nous pourrons descendre, je ne vais pas prendre d'engagement chiffré. Mais je pense qu'il est important que GE revoie sa copie. Bruno Le Maire qui a ensuite précisé qu'il était d'accord pour un plan social, mais pas un plan de liquidation. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Marc Sylvestre? Ce que ça m'inspire... Cette pression peut-elle marcher? Je le pense, j'espère. Enfin, c'est pas seulement la pression du gouvernement, mais la pression des syndicats et Mais le problème, c'est ce qui me désole aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on reporte la responsabilité sur le gouvernement. Moi, j'ai fait mes études, on a à peu près le même âge, vous le rappeliez. À une époque, il y avait un gourou du management qui était extraordinaire, dont les livres se vendaient vraiment comme des petits pains. Il s'appelait Jack Welch. C'était le PDG de la General Electric, une entreprise mondiale, une des premières comme il n'en était pas. Il a fait des choix stratégiques. C'est lui qui a fait les choix stratégiques de concentrer des fabrications de turbines à gaz et notamment de les mettre sur Belfort. Les gens de chez General Electric n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir qu'à un moment donné, fabriquer des turbines à gaz, ça ne correspondait plus aux besoins du marché. Alors, on a beau nous dire, oui, mais on va les vendre dans les pays émergents. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va vendre des turbines à gaz dans les pays émergents pour refourguer aux émergents le talent de faire de la pollution. Mais c'est pas vrai. Il faut vendre autre chose aux pays émergents que des turbines qui vont fabriquer du CO2. Donc, le marché n'existe plus. Et vous ne pouvez pas, d'un côté, dans les manifestations, faire une marche pour le climat et de l'autre, faire une marche pour le maintien des fabrications à turbines à gaz. Il faut donc chercher autre chose. Il faut donc changer de stratégie, changer d'offre. Eh bien, c'est ça le problème. Et c'est le problème du chef d'entreprise. C'est la responsabilité du chef d'entreprise, de ses actionnaires et des syndicats. Et l'État aurait pu anticiper, Benjamin Corrière? Ce qui m'amuse, c'est que... Enfin, ça m'amuse pas. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Non, personne n'en rit, évidemment. Mais ce qui me fait grincer des dents, on va dire, sourire et grincer des dents, c'est qu'on se découvre écologiste quand il s'agit de justifier des licenciements. C'est vraiment très exagéré, je trouve, comme argument. Parce que, au fond, c'est quoi cette affaire General Electric et cette affaire Alstom? C'est un chef-d'œuvre de la Macronie. Un chef-d'œuvre de la Macronie. Du début. Mais Macron n'était pas né. Je voudrais. Attendez, on va le laisser finir. Donc c'est un chef-d'œuvre de la Macronie et je vais dire pourquoi. Parce qu'en 2015, lorsque cette usine a été reprise, il y avait un autre ministre qui avait essayé de négocier tout ça, qui était Montebourg, vis-à-vis duquel je n'ai pas une amitié ou une admiration particulière, mais il avait senti venir le coup. Et il avait essayé d'imposer un certain nombre de garanties, en particulier d'ailleurs la présence de l'État à l'intérieur de l'entreprise et la création de co-entreprises, etc. Et c'est un petit génie qui s'appelait Macron, qui est devenu à ce moment-là ministre de l'économie, qui a tiré un trait sur tout ça et qui a négocié ce qui est sa conviction, à savoir il faut que les entreprises puissent librement pouvoir déployer leur stratégie, etc. Et il a rayé tout ça. Et il a mis pieds et poings liés l'entreprise de Belfort entre les mains des gens de General Electric qui n'ont pas vu plus loin que le bout de leur nez, qui pariaient sur le gaz, qui se sont trompés et qui n'ont absolument rien préparé de la reconversion d'une capacité industrielle magnifique, d'un savoir-faire magnifique qui est celui des salariés. On va laisser répondre peut-être Jean-Marc Sylvestre. Donc, si vous voulez, c'est un chef-d'œuvre de la pensée néolibérale qui aboutit dans ce qu'elle mérite, c'est-à-dire une pure catastrophe. Jean-Marc Sylvestre. Je crois que la pensée dont vous parlez revenait simplement à dire aux chefs d'entreprise, vous êtes responsable de la stratégie. Ça n'est pas à nous, on ne va pas, nous, État, se mettre à fabriquer des turbines. Alors aujourd'hui, on peut pas. L'État peut pas faire ça. L'État peut créer un écosystème où les pouvoirs économiques. C'est votre conviction. Mais oui, c'est votre conviction. Sinon, on voit à quoi ça aboutit. Eh bien, écoutez, ça aboutit au fait qu'il y a quand même dans ce pays un taux de croissance avec des créations d'emplois, avec des usines qui sont plus nombreuses à s'ouvrir qu'à se fermer. Mais bien sûr qu'aussi. Et nous avons un pays
pays aujourd'hui qui est le 4e pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Oui, qui Alors, fabrique on n'est pas chacun 30 emplois. Bon, ok, Écoutez, d'accord. il faut être sérieux. Mais non, vous en avez plus. Ce que 30 emplois en moyenne, ce que je veux c'est des dire, chiffres c'est que officiels. Mais franchement, vous êtes d'une complaisance à l'égard des chefs d'entreprise qui m'étonne. Parce que ce sont quand même eux qui sont responsables. Ce sont les actionnaires de ces entreprises qui sont responsables. Je n'attends C'est rien pas d'eux. l'État. C'est ça la C'est pas différence l'État. entre vous et moi. Franchement, on a un plan alternatif. Il va falloir mettre en place un plan alternatif pour ne plus fabriquer des turbines à gaz, mais des turbines pour l'eau, pour faire du rail, parce qu'on a besoin de rail dans des proportions importantes, d'autant que un certain nombre de vos amis vont interdire l'avion, donc il va bien falloir faire des trains. Et puis, on a besoin dans le nucléaire, il y a des centres de compétences nucléaires dans la région de Belfort qui sont importants. Le rôle de l'État, ça fait aussi partie des thèmes que je vais aborder avec vous dans cette troisième partie. Cette hausse des tarifs de l'électricité devenue effective samedi dernier, qui passe très mal auprès des Français. Et pour cause, elle avoisine les 6%. La secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, annonce du changement dans le mode de calcul. L'État, toujours lui, n'y est pour rien, selon l'exécutif. Écoutez Sibeth Ndiaye. Cette hausse, on la connaissait puisque ça n'est pas le gouvernement qui est à l'origine de cette hausse et elle n'est pas due, et je pense que c'est important de le dire, à une hausse de taxes. C'est une formule de calcul qui est appliquée par une autorité indépendante, la Commission de régulation de l'énergie, qui décide de cette hausse à laquelle nous sommes soumis. Et lorsqu'un gouvernement précédemment a décidé de s'opposer à cette hausse, il a été systématiquement retoqué par le Conseil d'État. On l'a expérimenté dans le quinquennat précédent en 2014. Donc ça ne sert à rien de mentir aux Français. Et il faut aussi dire que quand on prélève des taxes sur le prix de l'énergie, ces taxes, elles ne servent pas à aller dans un trou noir. En fait, elles servent à financer le budget de l'État. Et le budget de l'État, qu'est-ce que c'est? Ce sont des services publics. L'État n'y est pour rien, Benjamin Correa. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que... Non, c'est vrai. C'est-à-dire que les hausses des tarifs réglementés, elles sont décidées par une agence séparée. Donc ça, c'est tout à fait incontestable. La vraie question qui est là derrière, et ça va évidemment nous opposer, la vraie question qui est là derrière, c'est l'idéologie de la concurrence. Hein, parce que la vraie question, c'est celle-là. C'est que pourquoi l'autorité de concurrence propose une hausse de l'énergie. Eh ben, c'est pour permettre aux petits de continuer à exister et donc, alors que la concurrence devrait pousser les tarifs vers le bas, dans ce cas, c'est maintenu vers le haut. Alors pour nous, Français, avec le nucléaire, qui n'est pas, vous imaginez, ma tasse de thé, mais quand même, puisqu'on l'a, essayons d'en tirer parti. Pour nous, Français, avec le nucléaire, on est battus sur tous les plans. Premièrement, le bénéfice d'avoir investi lourdement dans le nucléaire et d'avoir maintenant des tarifs bas est annulé. Parce qu'il faut permettre aux petits concurrents de vivre et donc on maintient des tarifs élevés. Deuxièmement, le fait que ça soit une entreprise publique qui n'a pas versé de dividendes ou qui verse des dividendes extrêmement bas et qui permet de maintenir des tarifs bas, on est pénalisé parce qu'il faut que le privé, lui, prélève ses dividendes. Donc les tarifs sont élevés. Bon, bref, on est perdant sur tous les plans. On est perdant sur tous les plans. Il nous reste moins de 2 minutes. Je voudrais laisser répondre avec une politique de la concurrence dont on voit bien qu'appliquée d'une certaine manière, elle nous fait tout perdre. Alors très rapidement, l'histoire du prix de l'électricité, c'est vrai que c'est un débat sans fin, et c'est tout un débat très obscur auquel les Français ne comprennent pas grand-chose, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans le prix de l'électricité. Dans le prix de l'électricité, il y a la production d'électricité, il y a la distribution d'électricité, et il y a le montant des taxes que perçoit l'État, 3/3 en gros. Nous sommes aujourd'hui à peu près le 9e pays dans l'ordre dans la hiérarchie des prix en Europe, c'est-à-dire que nous payons notre électricité, nous, clients, 2 fois moins cher que les Allemands. Ouais. Les Allemands payent plus de 30 centimes le kilowatt, nous sommes à 18 centimes. Donc, et la hausse est entre 8 et 10% ailleurs en Europe. Et on pourrait faire une électricité beaucoup moins chère. Et là où vous avez raison, c'est qu'une partie du prix de l'électricité sert non pas à financer des petits producteurs, il se trouve que ce sont des petits producteurs, mais ça sert à financer de l'énergie alternative. C'est-à-dire que le subventionnement de l'énergie alternative, c'est-à-dire l'éolien et le solaire, entre autres, passe par le prix de l'électricité, puisque l'EDF rachète
l'électricité à ces petits Il nous reste 30 producteurs. secondes. Oui, Donc, mais il faut savoir. c'est pas juste Ce ça. n'est pas le problème de la concurrence. Le C'est problème pas de la juste concurrence parce nous que pousserait vers le haut. la raison Faites-moi pour ça laquelle juste. c'est cher, c'est Ça que vous gêne non, pas du de tout. dire que les petits c'est font les de faits. l'éolien. C'est les faits. C'est que ce que ils font sont- les petits, c'est qu'ils achètent du pétrole sur le marché international. Et là, ça coûte très cher. C'est peanuts. Ah non, c'est pas peanuts. Mais arrêtez, C'est pas écoutez, peanuts. j'ai les chiffres. Non, L'essentiel, c'est pas- c'est le non, financement des énergies alternatives, des énergies. Mais non, parce que Si. nos énergies Arrêtez. alternatives, si Pourquoi on gaspillait pas 9 milliards d'euros pour le nouveau réacteur d'EDF, on aurait de quoi les financer. Hein. Et on doit s'arrêter là. On met une pièce dans la machine. On ne s'arrêtera pas sur un compromis, sur un accord. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, continue avec notre grand débat. Hashtag OVPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. On va reparler de la droite au lendemain de la démission surprise de Laurent Wauquiez en direct dans le 20h de TF1 hier soir. La pression était devenue trop forte une semaine après l'échec des européennes. Cela commence à partir dans tous les sens. Plusieurs chapelles étaient en train de se créer. Il y avait le feu à la maison LR. La suite sera-t-elle plus sereine après cette démission? On va ouvrir le débat avec nos invités après ce sujet et ces réactions de Flora Sauvage. Au sein du parti Les Républicains, on salue la démission de Laurent Wauquiez. C'est une décision responsable. Elle était nécessaire. Je pourrais même parler de soulagement pour l'ensemble de la famille politique et pour l'ensemble des sympathisants de la droite et du centre, parce que d'ailleurs, au-delà de la question de l'homme, c'est aussi la ligne politique depuis maintenant 2017, depuis son élection à la tête du parti. 2 ans après l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti, les Républicains doivent redéfinir leur ligne politique pour espérer continuer à exister dans le paysage. À la suite, avec cette stratégie qu'ils ont en commun, choisie depuis maintenant 2 ans, c'est d'être les supplétifs de l'extrême droite. Un jour, vous verrez ceux qui viennent aujourd'hui vous expliquer pas d'alliance, venir vous expliquer qu'ils peuvent très bien travailler avec Marion Le Pen et avec Marine Le Pen, que c'est plus l'extrême droite. Mais pour l'instant, au LR, on refuse cette stratégie. On a une tradition dans notre famille politique, qu'on soit issu des gaullistes, comme c'est mon cas, ou des libéraux ou d'autres. C'est naturellement une étanchéité totale par rapport à l'extrême droite française. Face à la défaite cuisante des Républicains aux européennes, Marion Maréchal Le Pen est sortie de son silence pour appeler à l'union des droites. Si je peux être utile d'une manière ou d'une autre à un moment donné, précisément pour essayer de construire cette grande alliance des droites, je le ferai à mon niveau. L'heure est désormais à la reconstruction. Faut-il contracter des alliances avec l'extrême droite en vue des municipales ou chasser sur les terres du centre? C'est là toute la question. Avec nous pour le grand débat d'OVPL ce soir, Alexandre Devecchio. Bonsoir, bienvenue, journaliste au Figaro, éditorialiste au Figaro Vox. Nathalie Moret, bonjour. Bonjour. Journaliste politique au groupe Hébrun. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur en histoire de la communication. Bonjour à vous également. Et Jean Garrigue, bonsoir. Historien, professeur d'histoire politique à l'Université d'Orléans et auteur de La République incarnée. Merci à tous les 4 d'être ici. On est 24 heures à peu près après la démission de Laurent Wauquiez. On a un petit peu de recul. Nathalie Moret, qu'est-ce que vous nous dites? C'était écrit, Wauquiez était une erreur, il n'a fait que rétrécir la ligne, LR allait dans le mur. Qu'est-ce qu'on se dit 24 heures après? On se dit que de toute façon, il a tenu une semaine. C'était quand même très difficile. Après un score aussi catastrophique, 8,48%, jamais le parti de droite traditionnel de gouvernement n'était descendu aussi bas. Donc il était déjà contesté avant. Donc après, vous imaginez, je veux dire, les couteaux ont été sortis dès 20h01 le 26 mai. Donc oui, il a réussi à tenir une semaine. Sa démission était inévitable, je pense. Aujourd'hui, la reconstruction commence. Ça va être un chantier énorme, colossal, parce que vous l'avez dit, le parti est rétréci. Il est rétréci, j'allais dire, de 2 côtés. De son côté droit, par La République En Marche, qui a fait dimanche dernier 3 fois plus de voix que les Républicains. Et il est rétréci de son côté gauche, j'allais dire, par La République En Marche, qui, depuis 2017, ne cesse de lui siphonner à la fois ses militants, ses votants, ses cadres, ses élus. Et si on remonte encore un peu plus loin, Alexandre Devecchio, l'erreur fondamentale de Laurent Wauquiez est d'avoir refusé de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est ce que nous dit Jean-François Copé. Vous êtes d'accord? Vous remonteriez jusque-là? Pour vous, il y a de toute façon une erreur Wauquiez dès le départ?
Moi, je pense que qui que ce soit d'autre, il n'aurait pas fait mieux. Moi, je pense que Laurent Wauquiez, on lui reproche sa ligne trop à droite. Je crois qu'au contraire, il n'a pas été assez loin, assez fort, assez cohérent idéologiquement. Il a voulu rassembler justement une famille politique. Pour vous, il n'est pas allé assez à droite? Je définirais pas à droite, mais il a pas assez assumé. Par exemple, sur l'Europe, la campagne de François-Xavier Bellamy a été finalement du en même temps. On n'a pas compris s'il était favorable à une Europe des nations ou s'il était favorable à l'Europe de Maastricht. Et en fait, Laurent Wauquiez, dès le début, a essayé de rassembler une famille politique. On se rappelle qu'au départ, il y avait Virginie Calmels qui était numéro 2, ensuite Jean Leonetti. On voit bien que c'est l'alliance de la carpe et du lapin et que ça ne pouvait pas fonctionner et que de toute manière, les Républicains ne sont plus qu'un syndicat d'élus, d'apparatchiks invertébrés, qui a une crise d'identité très profonde dans ce parti. Et je crois que ce parti, comme le PS jadis, c'est un cadavre à la renverse qui va s'autodétruire prochainement, quel qu'en soit le président. Les mots sont forts, Jean Garrigue. Je suis assez d'accord avec le thème de la balkanisation de la droite. Et sur la responsabilité de Laurent Wauquiez? Elle me semble évidente de toute manière à partir du moment où il impose, et c'était son rôle, une ligne politique, que cette ligne politique est mise en échec, il est assez normal qu'il en paye le prix. Alors ce prix aurait pu se payer d'une manière différente, mais là on voit très bien qu'il était extrêmement contesté et surtout que l'espace politique pour les Républicains c'est complètement rétréci et que le choix qu'il a fait d'une ligne qui, malgré tout, même si il devait concilier un certain nombre de courants à l'intérieur du parti, cette ligne était quand même assez marquée et très clairement infléchie vers une droite plus sécuritaire et identitaire. On voit bien que ça n'a pas fonctionné parce que dans cet espace-là, il y a un parti qui s'appelle le Rassemblement National avec un leader qui a retrouvé justement son leadership. Donc la droite, elle se reconstruit toujours à travers un homme, à travers une incarnation. Et lui n'était plus cette incarnation. Laurent Wauquiez avait hérité, rappelons-le, d'un parti déjà fragilisé par les guerres de chefs, mais ce qu'il a dit ou fait ensuite n'a effectivement pas aidé. Février 2018, un petit rappel, devant les élèves d'une école de commerce de Lyon, tout le monde s'en souvient, il lance une salve de critiques sur Angela Merkel, sur Gérald Darmanin et sur Nicolas Sarkozy. Il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en Conseil des ministres, il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos, dit-il, sur l'ancien président. Juin 2018, il limoge sa numéro 2, Virginie Calmels, et novembre dernier, il nie avoir porté un gilet jaune. Une photo vient prouver le contraire quelques jours plus tard. Arnaud Benedetti, est-ce qu'il y a eu dès le départ un problème de casting, un problème Laurent Wauquiez à la tête de ce parti? Oui, il y a certainement un problème d'image, c'est-à-dire qu'il a eu une stratégie, si vous voulez, la stratégie de la plus grande différenciation par rapport au macronisme. C'est-à-dire que même des mesures qui auraient pu finalement être votées par un certain nombre de ses députés, il a décidé d'avoir une stratégie frontale d'opposition, pensant que cette stratégie allait lui permettre de récupérer ce qu'il voulait récupérer, c'est-à-dire les classes populaires et les classes moyennes. Il a perdu une bataille sociologique, finalement, Laurent Wauquiez. Souvenez-vous, au début, c'était vraiment son objectif, d'aller braconner sur les terres du Rassemblement national. Il a adopté finalement le logiciel qui était le logiciel de Nicolas Sarkozy en 2007, sauf qu'on est en 2019. 12 ans sont passés. Une partie d'abord de l'électorat du Front National, devenu Rassemblement National, considère qu'il a été trahi à l'époque par cette stratégie, la stratégie Sarkozy, donc il préfère rester dans la maison, j'allais dire la maison mère, qui est la maison du Rassemblement National. Ensuite, moi je pense que si vous voulez, au-delà de la question de la personne, c'est que, et je rejoins ce qui a été dit autour de cette table, c'est que finalement l'espace politique de Laurent Wauquiez, mais l'espace politique des Républicains est aujourd'hui, malheureusement pour eux, réduit à la peau de chagrin. Entre une République en marche qui a récupéré finalement le courant orléaniste de la droite, UDF, giscardienne, et qui se retrouve finalement, disons, assez bien dans le costume que lui propose Emmanuel Macron, et la droite finalement néo-souverainiste qu'incarne aujourd'hui Marine Le Pen, parce que je crois que c'est fondamentalement, ce qu'il y a de fondamental aujourd'hui avec le Rassemblement National, c'est que le Rassemblement National n'est plus seulement un parti identitaire, il est un parti qui est en train de préempter cet espace souverainiste qui était l'espace qui avait été défini en son temps par Philippe Séguin et Charles Pasqua. Donc, quelle est aujourd'hui, j'allais dire, l'originalité de marque? Quelle est l'offre politique des Républicains? Donc, je pense que la question à laquelle était confronté Wauquiez, son successeur ou ses successeurs, ils seront inévitablement confrontés. Donc, je pense que ce n'est pas seulement une question de personne, même si peut-être le comportement un peu
cash de Laurent Wauquiez n'a pas aidé vraisemblablement à stabiliser son électorat. En tout cas, depuis une semaine et encore plus depuis hier soir, c'est une chasse à l'électorat LR qui est lancée, vous l'avez remarqué. Certains parlent même d'un partage des dépouilles. Sébastien Lecornu, hier, dans le journal du dimanche, « J'appelle les maires de droite à quitter LR », nous dit le ministre des collectivités territoriales. « Mettez votre énergie à nous aider à reconstruire le pays plutôt que votre parti. La prochaine proie des populistes, ce sera les mairies et les régions. » Du côté du RN, l'appel est tout aussi clair. Tweet de Marine Le Pen, moins d'une heure après la démission de Laurent Wauquiez. « Nous tendons la main à tous les cadres et électeurs LR patriotes attachés à la défense de notre identité, à la fin du matraquage fiscal et à la restauration de la grandeur française. » Et puis il y a ce retour, au moins médiatique, de Marion Maréchal hier sur LCI, se faisant presque l'avocat de François-Xavier Bellamy, parlant à peine de Marine Le Pen et appelant à une coalition des droites. Écoutez. Aujourd'hui, le Rassemblement national ne peut pas capter à lui seul l'ensemble des personnalités politiques, des élus ou même des électeurs. Ce que je crois en revanche indispensable, c'est que demain puisse émerger, je l'espère, de cette débâcle des Républicains, ce courant de droite qui se structure, qui puisse demain accepter le principe d'une grande coalition avec le Rassemblement national en gardant ses spécificités. Comment vous la voyez tous, cette opération de récupération à laquelle on assiste depuis plusieurs jours, Nathalie Moret ? On voit que le parti Les Républicains est en danger. Les partis peuvent mourir, on le sait. Et l'intervention médiatique de Marion Maréchal, elle a été décidée après dimanche soir, 26 mai. Elle voit bien que ce parti est à la dérive. Et pour elle, c'est une façon de capter cet électorat tout en assumant d'être de droite. Il ne faut pas perdre et garder à l'esprit que Marine Le Pen, elle ne se définit pas comme quelqu'un de droite. Elle se définit plus facilement comme quelqu'un du côté du peuple. Hier, ce qu'elle a dit, Marion Maréchal, elle a dit « Moi, je suis de droite et je suis de droite conservatrice ». Donc, on voit bien que ce qu'elle essaye de faire, c'est de récupérer, tout en disant « C'est bien, moi, je suis au Rassemblement national, mais il faut aller au-delà du Rassemblement national ». Elle essaye de récupérer ceux qui ont voté pour François-Xavier Bellamy et surtout ceux qui ont voté en 2017 pour François Fillon et qui, clairement, se sont reportés soit dans l'abstention, soit dans le vote pour Emmanuel Macron, mais qui de toute façon ne se reconnaissent pas forcément dans tout ce que fait Emmanuel Macron. Donc il y a un espace politique là qu'elle essaye de préempter tout en se démarquant un petit peu de sa tante, puisqu'elle sait que le Rassemblement national seul et sans alliance, elle l'a bien dit, n'y arrivera pas. Donc oui, c'est plutôt assez bien joué politiquement. Et je pense d'ailleurs que, sans en avoir la confirmation, que Laurent Wauquiez, il est intervenu hier soir parce qu'il savait et que c'était annoncé que Marion Maréchal Le Pen prenait la parole hier soir et que c'était une façon d'étouffer un petit peu ce qu'allait dire Marion Maréchal Le Pen, qui, sans la démission de Laurent Wauquiez, aurait fait les gros titres aujourd'hui. Alexandre Devecchio. Oui, en même temps, ça fait presque un passage de témoin et de relais, si j'ose dire. Un pas, l'autre revient. Il y a un chassé-croisé qui est comme ça assez intéressant. Moi, je suis d'accord avec ce qui était dit. Je ne crois plus, moi, au clivage droite-gauche. Je crois qu'effectivement, les Républicains et le PS vont disparaître. Il y a effectivement un clivage entre un bloc élitaire que Emmanuel Macron a réussi à réunir, aussi bien politiquement que sociologiquement. Et ensuite, il y a en face un bloc populaire qui est majoritaire en termes de nombre, mais qui n'a pas de candidat naturel, je dirais, de second tour. Chacun voit bien que Marine Le Pen se heurte malgré tout toujours à un plafond de verre, qu'avec 23% aux européennes dans un contexte extrêmement favorable, finalement c'est un score relativement décevant et que sans doute elle ne peut pas prétendre à elle seule battre Emmanuel Macron. Donc, Marion Maréchal, oui, un peu plus, d'après vous ? C'est une possibilité en tout cas. Je pense que la bonne alchimie, c'est quelqu'un qui fait effectivement l'union entre les classes populaires, qui va chercher encore d'autres abstentionnistes et une bourgeoisie traditionnelle encore attachée à ses valeurs et qui n'est pas partie dans le grand parti libéral que fait Emmanuel Macron. Quelqu'un qui arrivera à rassembler ces deux sociologies-là a l'équation pour être vainqueur en 2022. Jean Garry. Oui, c'était un peu la stratégie à une époque de Bruno Maigret, qui n'avait pas fonctionné à l'époque parce que le rapport des forces n'était pas favorable au Front National de l'époque et parce que la stratégie de Jean-Marie Le Pen n'était pas justement de prendre le pouvoir. En revanche, aujourd'hui, dans un rapport de force qui a changé en faveur du Rassemblement National, ce type de rapprochement, ce type de confédération peut
être une idée qui fonctionne. Simplement, il faut quand même rappeler précisément que ce rapprochement des sociologies paraît quand même très très compliqué. Je veux dire que ce qu'incarne notamment Marion Maréchal Le Pen, à savoir une droite traditionnaliste, par rapport à ce qu'est d'abord la droite de sa tante, qui est devenue une droite populaire, et par rapport à ce que sont les électeurs libéraux, conservateurs, orléanistes, comme ça a été dit, de la droite classique, de la droite traditionnelle. Celle que Édouard Philippe a appelée la droite du Trocadéro. Si on veut faire revenir... Non, ça c'est encore autre chose. Ça c'est la droite légitimiste, traditionnelle, celle sur laquelle François Fillon avait joué en 2017. Mais si vous voulez rassembler ces électorats-là, avec ces idées-là, ces cultures-là, ces histoires qui sont très différentes, ça me paraît pour l'instant très compliqué. Et je ne pense pas qu'elle essaie de rassembler les orléanistes. Non, mais elle veut s'adresser aux bonapartistes et aux légitimistes. Je pense que les orléanistes sont définitivement partis. On est d'accord, mais ce qui est possible pour, pour la personnalité, pour ce que peut incarner Marion Maréchal Le Pen, je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour l'électorat qui aujourd'hui fait les gros bataillons du Rassemblement national. Ça me paraît assez compliqué. Arnaud Benedetti. Moi, je pense qu'il y a un vrai souci, si vous voulez, c'est que les partis de gouvernement ont perdu les classes populaires. Et ça, c'est une réalité. C'est le Parti socialiste qui a d'abord bradé les classes populaires électoralement avec la philosophie Terra Nova. C'est ensuite, aujourd'hui, les Républicains. Et Emmanuel Macron ne draine pas vers lui les classes populaires. Donc, en effet, il y a un pari qui est fait par le Rassemblement national d'être finalement le représentant de ces classes populaires, mais d'aller au-delà de la fonction tribunicienne, c'est-à-dire de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, en effet, ça nécessite d'avoir une stratégie d'alliance. D'abord, une stratégie d'alliance politique. Ça, c'est un premier point, mais ça va être un peu difficile pour l'instant. En tout cas, peut-être on verra avec ce qui reste des Républicains, mais les Républicains vont quand même essayer de préserver leur autonomie et leur indépendance pour essayer de redémarrer. Mais il y a surtout la question, en effet, de l'alliance de classe, comme auraient dit les marxistes. Donc, on voit bien qu'à travers la réapparition aujourd'hui de Marion Maréchal, il y a cette volonté d'essayer d'aller draguer cet électorat qui était l'électorat de François-Xavier Bellamy ou l'électorat de François Fillon. Mais si vous voulez, le logiciel de Marion Maréchal est assez différent du logiciel de Marine. Marine, c'est un logiciel qui est à la fois populiste, plutôt social. Elle a un logiciel, Marion Maréchal, qui est un logiciel à la fois très conservateur sur le plan sociétal. Elle est beaucoup plus conservatrice que sa tante sur le plan sociétal, qui de ce point de vue-là est assez progressiste. Et surtout, elle a un logiciel qui, sur le plan économique, est plutôt libéral. Donc, la question est de savoir si une alchimie... Vous voulez dire qu'en fait, cette alliance des droites est impossible elle est possible. Elle est peut-être possible. Elle est certainement nécessaire pour que les droites reviennent au pouvoir. C'est évident. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la marque finalement des héritiers du Rassemblement national est finalement la marque la plus à même de créer cette alchimie nécessaire au retour de la droite? C'est un vrai problème. Parce que, attention, en France, on n'est ni en Autriche ni en Italie. Il y a encore quand même des tabous qui subsistent et des transgressions qui ne me paraissent pas encore à ce jour, en tout cas à l'ordre du jour. Mais nul ne peut savoir exactement ce qui va se passer. Ils ne sont pas du tout prêts à franchir cette ligne dite rouge d'aller retrouver le Rassemblement national. En revanche, de nombreux militants sont favorables à l'union des droites et de plus en plus, on a vu clairement, dès qu'on les voit en meeting, etc., ce n'est plus un tabou du tout. Et c'est là où la personnalité de Marion Maréchal peut encore les aider à franchir le cap, puisqu'elle ne s'appelle plus Le Pen. C'est pour ça que je vous entends dire depuis tout à l'heure Marion Maréchal Le Pen. Et elle se place en dehors du Rassemblement national, tout en assumant ce qu'elle a été. Mais voilà, elle se distingue suffisamment. Et ça va être intéressant de voir ce qui se passe cette semaine. Est-ce que l'hémorragie des élus de LR va continuer et du côté de La République En Marche? Et est-ce qu'il va y avoir d'autres élus qui vont franchir le pas pour aller vers le Rassemblement national? Ça me paraît un petit peu prématuré, mais dans les prochains mois, je pense que ce n'est pas exclu. La question est de savoir si l'électorat populaire, qui est devenu majoritaire pour le Rassemblement national, le monde des ouvriers, le monde des employés, si ce monde-là serait prêt à adhérer à une coalition qui irait vers justement ce qu'il y a de libéral aujourd'hui dans le programme de Marion Maréchal. Ça peut lui permettre d'aller chercher une partie des électeurs, c'est-à-dire faire quelque chose à front renversé par rapport à ce qui a toujours existé, d'aller chercher des électeurs de la défunte, des défunts républicains. Mais en revanche, moi, pour l'instant, je ne vois pas faire cette osmose entre ces électorats.
Cette osmose, elle peut se faire autour des thèmes identitaires, sécuritaires, de choses comme ça, même de tradition, mais je ne la vois pas pour l'instant sur le terrain social. Ceci dit que le libéralisme de Marion Maréchal est tout de même assez relatif. C'est un libéralisme intérieur. Elle est anti-mondialiste sur la question des frontières, sur la question du libre-échange. Et en cela, je pense que si elle clarifie sa position, elle peut très bien aller chercher cet électorat populaire, notamment, je pense, à un public d'artisans, de petits patrons, de commerçants. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui va l'incarner, hein, ce trait d'union, mais elle est en train de créer peut-être un espace, parce que je crois que le Parti des Républicains va devenir microscopique. Certains ont pour projet apparemment d'en faire l'UDI de la République en marche. À partir de là, il va y avoir un espace pour ce qu'on appelait la droite hors les murs, qui existe idéologiquement, mais qui ne s'est pas organisée politiquement. Et je pense que l'idée de Marion Maréchal, avant de se porter elle-même candidate, est de fédérer cet espace idéologique-là. Alors, pour comprendre cette crise que traverse la droite, il faut aussi se pencher sur son histoire. D'ailleurs, ne disons pas la droite, mais les droites. Et vous l'avez déjà un peu évoqué. Vous avez d'ailleurs sûrement en tête l'œuvre de René Raymond, La droite en France, de 1815 à nos jours. Au début, ça s'appelait La droite. Il l'a rebaptisé pour dire les droites, exactement. Continuité et diversité d'une tradition politique. L'historien y a donc théorisé cette typologie des droites qui est encore une référence aujourd'hui. Vous l'avez dit, mais je le redis pour nos téléspectateurs, la droite orléaniste, la droite bonapartiste, la droite légitimiste. Pour lui, il n'y avait pas de doute, la droite est plurielle et même pleine de contradictions. Il l'exprimait souvent à la télévision. Regardez. Comment est-il possible de trouver une unité à travers le temps entre alors que on peut dire de la droite à la fois à certains moments qu'elle est libérale, à d'autres moments qu'elle est autoritaire, qu'elle est contre la conquête coloniale et qu'elle est attachée au maintien des conquêtes coloniales, qu'elle est centralisatrice et décentralisatrice. Comment est-ce possible? C'est contradictoire. Quand on entend ça, Arnaud Benedetti, j'ai envie de dire le nœud du problème est là. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'unir, vous parliez de trait d'union, entre toutes ces droites qui ont en elles-mêmes des contradictions tellement... Ça l'a été. Ça l'a été historiquement. Mais ça l'a été grâce à quoi? Ça l'a été historiquement grâce à deux facteurs, à mon sens, qui sont absolument essentiels. C'est l'incarnation, c'est-à-dire un homme, à un moment donné, qui est capable de réunir ses sensibilités, ses tempéraments politiques. Ou le général de Gaulle aussi, à sa façon, qui quand même était un homme de droite, même s'il essayait d'être au-dessus des partis. Mais il incarnait quand même une sensibilité politique qu'on leur classerait aujourd'hui volontiers à droite. Donc il faut un homme, il faut un leader. La culture du chef à droite est quand même quelque chose de très important. Quelqu'un qui soit capable de transcender finalement les divisions. Deuxième chose, après, il faut arriver à un projet, c'est-à-dire trouver un point de coordination tacite qui fait que toutes ces cultures politiques puissent se retrouver finalement et fusionner. Donc je crois que c'est les deux conditions. Aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez ni l'homme ni le projet. Et donc la difficulté pour réunir ces droites est, je pense, d'autant plus ardue. Mais ce qu'on dit des droites est quand même aussi transposable à gauche. Il y a une histoire des gauches aussi qui aussi montre qu'il y a un foisonnement et parfois des différenciations très fortes. Ce qui reconstruit la gauche dans les années 70, ce n'est ni plus ni moins que la personnalité de François Mitterrand est une stratégie de rassemblement. Alors, par le rapport de force avec les communistes, mais c'est une stratégie qui fonctionne. Pour l'instant, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas cette incarnation. Mais alors, si je vous entends bien, ça veut dire que finalement, la crise que traverse la droite aujourd'hui n'est finalement pas si étonnante que cela. Et j'ai envie de dire, ce n'est qu'une crise parce que vous l'enterrez, la droite, aujourd'hui. Non, mais je pense qu'il y a quand même une recomposition politique due notamment à la paupérisation des classes moyennes. En fait, le PS et les Républicains étaient des grands partis des classes moyennes au moment où il y avait de la richesse à redistribuer, qu'on était dans le cadre d'un État-providence national. Aujourd'hui, la mondialisation a bousculé tous ces équilibres-là et je pense que le vrai clivage va se faire sur cette question de la mondialisation. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une partie de la droite, Macron est de la droite orléaniste et je crois qu'il y a un espace très, très important pour une droite gaulo-bonapartiste qui en réalité n'a jamais été vraiment une droite, c'est une forme de nationalisme populiste haut de gamme. Simplement, il n'y a pas la personnalité pour l'incarner, pour transcender les clivages et rassurer. Voilà, Marine Le Pen a montré ses limites personnelles et en plus elle s'inscrit dans une généalogie d'extrême droite qui est encore vue comme une transgression pour beaucoup d'électeurs. Je vous redonne la parole, Jean Garrigue, pardon, je vous avais coupé. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qu'incarne aujourd'hui le Rassemblement national, c'est effectivement plutôt une tradition gaulo-bonapartiste,
populo-gaulo-bonapartiste, on va dire. Mais il y avait quelque chose de populiste dans le gaullisme. Il ne faut pas croire que c'était... Et d'ailleurs, le général de Gaulle, lors de ces élections, il mordait dans un électorat très populaire. Les ouvriers, beaucoup d'ouvriers votaient pour le général de Gaulle. Donc il y a ça. Mais sachant que l'axe de la vie politique française s'est droitisé, que la France est un pays qui est beaucoup plus à droite, avec des seniors qui votent beaucoup plus, et donc qui votent beaucoup plus à droite. Il y a une place, mais il y a une place, un boulevard, j'allais dire, pour une droite qui serait capable justement de se rassembler autour d'une figure d'incarnation et d'un socle idéologique commun. Le problème, c'est que pour l'instant, ça paraît très difficile parce qu'il y a pour l'instant ce tabou de l'alliance droite-extrême droite. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne trouve pas. Il y a des tentatives de reconstruction. Je pense à l'initiative de Gérard Larcher, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière et qui se traduira demain par un rendez-vous autour de Gérard Larcher à 17h, où il va réunir les barons de la droite, les présidents des Encore une fois, ce sont les chapeaux à plumes. Il y a ça, effectivement, c'est intéressant, mais il y a aussi l'initiative des jeunes, des jeunes députés qui, effectivement, vont aussi se réunir demain et rencontrer Aurélien Pradié, à l'initiative de Aurélien Pradié. Ils sont 11 députés, 11 jeunes députés LR. Et à mon avis, ça aussi, il faut regarder ce qui se passe de ce côté-là, parce que la reconstruction de la droite ne peut pas se faire qu'avec les chapeaux à plumes. C'est-à-dire que Gérard Larcher, c'est très bien, mais ça incarne quand même le passé. Voilà, c'est ce que disent ces jeunes députés. Et vous aurez noté, juste en incident, que ça soit Geoffrey Didier, que ça soit Aurélien Pradié et les autres, parlent tous de reconquérir le peuple, de faire du social. Oui, et de mettre en avant une droite sociale. Mais le peuple, une droite sociale. Ça veut dire qu'ils ont bien identifié le problème. Le problème qui est effectivement... Et Gérard Larcher, patron des sénateurs, paraît peut-être pas être le plus à même de réaliser ce pari-là. Et il est identifié à l'appareil. Il est rassembleur. Non, dans un mouvement de dégager. Je crois qu'il condamne la droite, les Républicains, à devenir un parti local, en fait. C'est ce qu'il nous dit. Je pense que si c'est cette stratégie qui est mise en exercice, on va avoir une stratégie qui ressemble à celle du Parti Socialiste. Mais on a vu ce qui est devenu le Parti Socialiste. Après, je pense que c'est de toute manière très très compliqué parce que ils ont été balayés par un mouvement historique. Ils apparaissent comme des partis qui défendent quelque chose qui n'existe plus. Et tous les leaders de la droite sont quand même extrêmement abîmés pour à mon avis, incarner une forme de sursaut. Arnaud Benedetti, on ne peut pas croire que Gérard Larcher puisse être cet homme qui réunisse toutes ces droites. Mais non, mais il y a un autre phénomène, c'est que si vous voulez, le contrôle des notables sur la vie politique s'est considérablement affaibli. Nous ne sommes plus sous la 4e République, nous ne sommes plus sous la 5e République, c'est-à-dire que le vote s'est considérablement émancipé du poids à la fois des appareils et du poids des notables. Les notables qui pouvaient en effet à un moment donné participer à un succès électoral ont beaucoup moins d'influence que par le passé. Donc ça, c'est une réalité, j'allais dire, sociopolitique qui limite de fait l'entreprise tout à fait louable par ailleurs de Gérard Larcher. Un électorat bien informé, plus lucide. C'est un peu une stratégie à court terme, à mon sens, pour préparer les municipales, éviter qu'il y ait une hémorragie de candidats qui aillent trop vers la République en marche. Il y a déjà eu des appels du pied de Sébastien Lecornu ou vers le Rassemblement national. Mais c'est vrai qu'à terme, on ne voit pas très bien là une espérance de renouvellement. Moi, je la vois plus du côté des petits jeunes là, qui ont compris là où il fallait aller viser. Ils l'ont compris dès 2017, ils n'ont pas été entendus. Dès 2017, tous les jeunes qui avaient gagné aux législatives ou qui avaient perdu d'ailleurs, parce qu'il y en a nombreux aussi, il y a de grands talents à droite qui sont jeunes mais qui ont perdu face à la vague d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, mais le problème, si vous voulez, c'est que le bureau politique a été complètement cornaqué par l'équipe de Laurent Wauquiez. Ils n'ont pas eu la parole. Donc effectivement, si on arrive, moi je ne crois pas du tout à une direction bicéphale ou je crois vraiment, non, pas du tout. Je crois vraiment qu'il faut un leader et il n'est pas exclu que ce soit un jeune, si tant est que je pense qu'ils sont tellement désespérés à droite qu'à la limite. C'est tout le sondage sur Nicolas Sarkozy qui est en tête aussi. Certains commencent à parler d'un. Mais ça, c'est un peu un phénomène un peu classique aussi, la nostalgie du héros. Il est déjà revenu par le parti, via le parti, ça ne lui a pas réussi. Alors il y a aussi il y a quelqu'un qui est en retrait, dont tout le monde parle, qui est Xavier Bertrand, qui peut incarner une sorte de figure du recours. Il nous reste une minute. aussi, mais est-ce que tout ça
peut suffire à combler justement cette rétraction de leur espace politique, cette balkanisation de la droite. Bertrand a un coup à jouer, mais à mon avis, il ne faut absolument pas qu'il revienne dans la mêlée des appareils. Alors moi, je pense que c'est un notable, qu'il a quand même son passé UMP va peser, mais il a 2 avantages. Il a voté non à Maastricht, donc c'est quelqu'un qui comprend justement le gaulo-bonapartisme, qui pourrait jouer, parce qu'à mon avis, il a quand même beaucoup évolué, mais jouer le face-à-face, l'opposition avec Macron, le pro-européen. Et ensuite, son deuxième avantage, c'est précisément d'être hors des appareils, d'avoir gagné dans une région qui est populaire, et de pouvoir dire, moi, maintenant, je suis le candidat des classes populaires et plus de la droite, justement. Et c'est la fin de ce grand débat. Merci à tous d'y avoir participé. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Fin de cette émission. Nous, on se retrouve demain en direct à 18h30. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir est Jean-François Copé, maire LR de Meaux. Et puis l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Guillaume Larrivé, député LR de Lyon. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat.